Merci beaucoup Jean-Louis. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à votre Assemblée Générale. Je suis accompagné de Stéphane Laréché, qui est le chef du bureau à la DGEL, chargé des relations avec la profession vétérinaire et chargé aussi, entre autres, de la pharmacie vétérinaire. Et je salue également la présence de Nathalie Masprovin, qui est la directrice départementale, la locale de l'étape, si je puis dire, de la protection des populations. Alors, l'intervention que tu m'as demandée, Jean-Louis, est assez vaste. J'ai essayé de l'organiser en 6 thèmes que je ne vais sans doute pas détailler parce que sinon ça risque d'être un peu long. Les enjeux de la politique sanitaire aujourd'hui et demain dans l'Union européenne, mais aussi un peu en France, parce que c'est une vision française que je vais essayer de présenter. Il y a 6 parties principales à mon intervention. La première concerne, un peu dans le prolongement de ce qu'a fait Jean-Pierre, l'arsenal législatif récent dans le domaine de la santé animale et plus généralement dans le domaine de la sécurité de la chaîne alimentaire. Ensuite, j'évoquerai le contexte sanitaire, les menaces qui sont présentes, et en particulier la peste porcine africaine qui est notre cheval de bataille, enfin cheval ou cochon de bataille, mais ça ne se dit pas. Je parlerai aussi d'une autre, alors je ne sais pas si c'est une menace, mais le Brexit. Je pense que ce n'est pas une menace, c'est une réalité. C'est simplement les modalités et le calendrier qui sont un peu aléatoires, on va dire. J'évoquerai la gouvernance sanitaire. Je parlerai, et tu l'as évoqué avec les résultats des élections européennes, non pas du parti animaliste, mais des mesures relatives à la protection animale, qui sont évidemment un sujet d'importance. Et puis je terminerai par les négociations internationales dans le domaine sanitaire et phytosanitaire. Et là aussi, c'est un sujet d'actualité avec l'accord récent sur le Mercosur, dont je dirai quelques mots sans rentrer dans le détail, parce que si vous avez bien compris que c'est un sujet extrêmement sensible dont nous ne connaissons d'ailleurs pas tout. Alors, la réglementation européenne, un cadre profondément revu. Il y a 3 textes en plus du texte sur les médicaments vétérinaires qui ont fait l'objet d'une adoption assez récente. Le règlement sur la santé des végétaux, le règlement sur la santé animale, je ne vais pas parler du premier, donc la santé animale, je vais en dire un petit peu plus, et puis également un règlement cadre sur les contrôles officiels. Sur la santé animale, l'objectif, il est né il y a déjà quelques années, puisque vous vous souvenez sans doute que la Commission a mis sur la table une stratégie de santé animale 2007-2013 qu'elle avait intitulée « Mieux vaut prévenir que guérir ». Donc c'est tout ce qui a préfiguré l'adoption du texte législatif qui a été finalisé en 2016 et qui fait l'objet maintenant de beaucoup de développement, puisque ce texte prévoit pas moins de 96 actes délégués et 47 mesures d'exécution. L'objectif de simplification initial, je ne sais pas s'il sera atteint au bout du compte, mais la Commission a quand même réussi, fort heureusement, à regrouper un certain nombre d'actes d'application. Peut-être quelques éléments de contexte, c'est bien sûr essayer de mettre un terme à l'empilement réglementaire qui date de 1964. La première directive, la vraie directive européenne dans le domaine de la santé animale, c'était la 64-432 pour les plus anciens. Moi, je suis peut-être le plus vieux en fait. Ça a aussi été l'intention de tirer les leçons de la succession des crises que nous avons connues dans l'Union européenne ces dernières années. Je pense à l'influenza aviaire, à la bloutongue, à la dermatose nodulaire contagieuse et puis bien sûr à la PPA qui est présente. Et l'intention étant évidemment de prévenir plutôt que guérir, c'était la stratégie initiale. C'est aussi, et c'est extrêmement important, on l'a évoqué tout à l'heure pour le médicament, mais c'est le cas dans tous les domaines, c'est un contexte budgétaire qui est tendu, et de plus en plus tendu partout, dans tous les pays de l'Union européenne, et puis d'ailleurs même au-delà. Et donc l'importance de fixer des priorités, et des priorités de l'action publique, et de voir ce qui doit relever impérativement de l'action publique, et ce qui peut être confié au secteur privé.
C'est aussi, comme on l'avait fait pour la réglementation il y a plusieurs années, en 2002-2004, sur la sécurité sanitaire des aliments, c'est de clarifier les responsabilités entre le professionnel qui fabrique et qui met sur le marché et l'État, l'administration qui contrôle. Donc le responsable, le premier, et c'est valable pour la santé animale aussi, c'est le producteur, et l'administration contrôle et supervise, mais évidemment elle ne peut pas tout. Et c'est aussi la nécessité d'harmoniser les critères de surveillance des maladies animales, notamment lorsqu'il s'agit au bout du compte de revendiquer un statut sanitaire permettant d'accéder aux marchés européens et internationaux. Alors, nous n'avons pas terminé le travail, loin de là, hein, puisqu'il n'y a qu'une dizaine de textes qui ont été travaillés en application de ce règlement, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée à avril 2021, et donc il reste un petit peu de temps, et nous allons au niveau national, en relation avec la Commission européenne bien sûr, travailler à la déclinaison de ces dispositions européennes pour pouvoir être prêts à l'heure dite. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la réglementation, mais sachez que nous catégorisons des maladies entre celles qui sont prioritaires, qui doivent être éradiquées, et celles qui doivent faire l'objet simplement de mesures aux échanges pour permettre aux États membres qui sont indemnes d'une maladie de le rester. Exemple, la FCO ou l'IBR ou la BED. L'importance, et je le redirai certainement à plusieurs reprises, de la biosécurité, hein, c'est un terme qui n'était pas très connu, en tout cas très utilisé dans notre langage ces dernières années. Il est maintenant il est largement entré dans notre habitude depuis la crise de l'influenza aviaire dans le sud-ouest, vous le savez, et encore davantage avec les mesures de prévention de la peste porcine africaine. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Un point important que je signale, et qui vous concerne directement, la vaccination va faire l'objet d'un acte spécifique. La Commission initialement avait envisagé de traiter de la vaccination dans l'acte délégué qui concerne la maîtrise des maladies, ce qui est assez logique, mais elle a considéré que dans la mesure où le calendrier est très très serré, il faut aller très vite, le sujet est suffisamment important et peut-être parfois un peu polémique pour y consacrer le temps nécessaire. Donc on aura un acte délégué sur la vaccination qui viendra sans doute en 2020, pas avant, et qui sera également accompagné de mesures d'exécution sur les plans d'urgence, des exercices, mais aussi sur la constitution des banques de vaccins, des banques d'antigènes, etc. Donc je suppose que vous serez attentifs le moment venu à ce texte lorsque la Commission le mettra sur la table. Les contrôles officiels, je ne vais pas détailler, mais on a un texte qui date de 2004 que la Commission a voulu revoir pour davantage harmoniser et rendre plus cohérentes toutes les décisions qui ont été adoptées au fil des années depuis 2004. Alors, il ne comprend pas ce règlement directement la mise sur le marché et la commercialisation des médicaments vétérinaires, mais par contre, il vise le contrôle de l'utilisation des médicaments en élevage et aussi le contrôle des résidus de ces médicaments. Bon, ça c'est très rapidement brossé le premier point sur la réglementation. Les menaces sanitaires, elles sont nombreuses et sans doute de plus en plus nombreuses pour les raisons dont on parle beaucoup, le changement climatique avec les maladies vectorielles, les mouvements, la mondialisation, tout ça, je pense, je suis sûr, parce qu'on le constate, est une réalité. Très pratiquement, pour ce qui concerne la France, nous sommes menacés, vous le savez, depuis septembre 2018, dans la région Grand Est par la peste porcine africaine qui est arrivée, on ne sait comment, en Wallonie en septembre. On a toute une série d'actions, je ne vais pas les développer bien sûr, mais vous avez suivi ça dans la presse, qui sont prises avec les zones blanches, le dépeuplement des sangliers, la construction de nombreuses et importantes clôtures, à la fois côté français mais aussi côté belge. Bon, pour l'instant ça tient, on espère que ça va tenir.
On a également un nouveau sérotype de la FCO qui menace la Corse. J'étais la semaine dernière avec le ministre en Corse et j'ai beaucoup entendu parler du BTV3 en Sardaigne et l'absence de vaccination. Donc je crois qu'un vaccin va être développé là dans les prochains mois, mais on n'aura pas de vaccin disponible avant au mieux fin 2020 ou début 2021. Donc ça pose la question de la disponibilité et de l'anticipation, mais comment est-ce qu'on fabrique des vaccins quand on n'est pas sûr d'avoir un marché? Ça, c'est un vrai sujet. Bon, là, j'ai listé aussi d'autres maladies. L'influenza aviaire, je l'ai évoqué, c'est quelque chose qui reste toujours possible, puisqu'on a des cas d'influenza aviaire hautement pathogènes régulièrement notifiés par des pays dans l'Union européenne, plus trop, mais dans les pays tiers. Et c'est, avec la faune sauvage, bien sûr, une menace qu'il faut toujours prendre très au sérieux. L'importance d'une collaboration et d'une information de tous les acteurs pour prévenir tous ces dangers sanitaires et la veille sanitaire internationale qui bien sûr est importante et que l'on a en France de façon assez suivie grâce à la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale et puis le travail en réseau avec les collègues CVO, avec les experts au sein des réunions à Bruxelles et au niveau européen et bien sûr avec les pays tiers. J'évoquais, et je le réévoque là, la biosécurité qui est un des mots-clés pour prévenir toutes ces maladies, et c'est ce qu'on explique bien sûr aux éleveurs de porcs, là en l'occurrence, puisque nous avons pris des dispositions à travers des arrêtés, des notes de service pour la mise en place de mesures de biosécurité dans les élevages porcins, mais aussi dans le domaine du transport. Et on l'avait fait en son temps pour l'influenza aviaire dans le sud-ouest. On avait pris des mesures importantes sur la biosécurité des transports parce qu'on s'est rendu compte que le virus diffusait non pas dans l'air, mais à travers les mouvements de personnes et les camions qui transportaient les prêts à gaver, les canards gras. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et je pense, et c'est ce qu'on explique d'ailleurs aux éleveurs porcins, c'est que si on n'a plus aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en aura plus jamais, mais si on n'a plus aujourd'hui d'influenza aviaire hautement pathogène dans la filière des palmipèdes grasses, c'est grâce à l'efficacité des mesures. Donc les mesures, quand elles sont prises, elles fonctionnent, elles ont une efficacité, donc elles servent à quelque chose. Pour souligner l'importance de la biosécurité, la présidence roumaine du Conseil a fait adopter des conclusions du Conseil des ministres très récemment, le 18 juin 2019, sur la biosécurité, qui sont bien sûr accessibles si vous souhaitez en prendre connaissance. Et nous avons travaillé aussi sur un document un peu plus complet au niveau des CVO pendant tout le semestre de présidence roumaine. Les médicaments vétérinaires, je les cite, bien sûr, Jean-Pierre les a largement développés comme étant indispensables à la santé animale, mais ça va sans dire. Éco-antibio, vous connaissez, vous en êtes des acteurs et des témoins quotidiens, il faut continuer. Les résultats sont très bons, mais on peut certainement encore faire mieux. Dans l'approche One Health, parce que le ministère de la Santé et les médecins sont également invités à faire des efforts. La résistance aux antiparasitaires qui est peut-être ou même sans doute le sujet de demain, mais vous aurez et nous aurons pris l'habitude avec les antibiotiques, donc on saura faire avec les antiparasitaires, enfin en tout cas j'espère. Et puis la vaccination. Je l'évoquais, sujet qui est un sujet difficile parce que le consommateur n'est pas convaincu qu'un animal vacciné soit parfaitement sûr, ce qui est quand même incroyable. Donc je pense qu'il y aura des discussions intéressantes à Bruxelles quand la Commission mettra sur la table son texte. Et puis il y a la disponibilité des vaccins, bien sûr. On n'a pas comme ça, en claquant du doigt, un vaccin aussi rapidement qu'on peut avoir un nouveau sérotype de blouton ou d'une autre maladie. Donc ça nécessite une coordination des investissements
et un dialogue aussi entre les éleveurs, les vétérinaires. C'est un sujet qui est délicat, ça on l'a vu, on l'a vu dans le passé, puis on a vu aussi une situation, je reviens à la PPA, pour laquelle il n'y a pas de vaccin. Donc il y a des besoins d'efforts de recherche et d'investissement et de consortia qui doivent être organisés au niveau européen. Donc il y a eu des appels d'offres de la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. Espérons qu'on va trouver, parce que ce serait quand même la solution. Parce que quand on voit la situation de la PPA en Chine, on ne voit pas bien comment ils peuvent s'en sortir sans un vaccin. Franchement, ils ont une telle diffusion de la maladie que seul un vaccin permettrait d'enrayer la chose. Alors je change totalement de sujet. Le Brexit, un chantier inédit. Alors le titre, il est bien parce qu'à la fois c'est inédit et puis c'est un vrai chantier, hein, ça je vous assure. Donc je vais passer rapidement sur la technique. Donc le Royaume-Uni, pays tiers demain, vous voyez, donc il y a 80% du trafic entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui passe par la France. Donc nous sommes le principal État membre concerné par le Royaume-Uni, futur pays tiers, et ses importations, parce que là ce ne seront pas des introductions mais des importations. Et donc 82% du trafic passe par le détroit du Pas-de-Calais. Les conséquences pour nous, c'est la mise en place de postes frontaliers, comme ils existent aujourd'hui pour les importations de pays tiers, bien sûr. Il a fallu enquêter et quantifier les flux pour essayer de quantifier aussi les effectifs nécessaires pour faire les contrôles. Vous voyez, les chiffres sont impressionnants. L'objectif pour fin 2019, c'est le recrutement de 185 équivalents temps plein. Quand on sait qu'aujourd'hui, le CIVEP, que le service d'inspection à compétence nationale pour les importations à la fois en animal et en végétal, n'a que 90 ETP. Donc là, on fait plus que doubler pour régler le problème de nos amis britanniques qui nous quittent. Donc il y a tout un travail de communication, bien sûr, pour les importateurs et les transporteurs et les exportateurs dans les deux sens, puisqu'il y a aussi la certification à l'export pour ceux qui quittera la France vers le Royaume-Uni. Là, vous voyez, on a 3 postes frontaliers qui existent aujourd'hui qui vont être renforcés, donc Le Havre, Brest et Dunkerque, et puis 6 nouveaux postes à mettre en place, à armer, comme on dit. Bien sûr, le principal se trouvant à Calais, à la fois Calais-Port et Eurotunnel, et puis Dieppe, Caen, Cherbourg, Saint-Malo, Roscoff, et dont certains des postes, puisque l'objectif politique qui nous a été assigné, c'est de maintenir la fluidité du trafic, c'est que ces postes soient ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc vous imaginez en termes d'organisation du travail, de recrutement, ce n'est pas facile. On a du mal à recruter des vétérinaires, donc on essaie de démarcher des collègues, notamment roumains et espagnols, pour avoir des vétérinaires francophones en nombre suffisant, mais ce n'est pas gagné. L'échéance, vous la connaissez, c'est le 1er novembre, mais on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là. Il peut se passer plein de choses. Un nouveau Premier ministre au Royaume-Uni, c'est sûr. De nouvelles élections, peut-être. Un nouveau référendum, on ne sait pas. Et puis on peut se dire, alors là je fais une digression peut-être un peu plus politique, mais il faudra préparer la relation future, parce que même s'il y a un hard Brexit au 1er novembre, on ne va pas rester dans cet état-là, je pense, avec le Royaume-Uni considéré comme un pays tiers lambda, si je puis dire. Donc il faudra construire une relation future avec un accord de libre-échange, comme on l'a fait avec le Mercosur, le Canada ou d'autres pays. Donc on ne sait pas à quelle échéance et comment. Et puis après, on peut se poser la question de l'Europe. Est-ce que l'Europe sera mieux ou moins bien sans le Royaume-Uni ? Il y a deux visions. On peut considérer qu'en perdant un membre aussi important que le Royaume-Uni, l'Union s'affaiblit. Et puis l'autre vision, c'est de dire, alors peut-être moins agréable pour les collègues britanniques, mais c'est de dire que le Royaume-Uni a quand même été parfois un facteur de bloquant pour l'Union européenne. Et donc ça pourrait permettre à l'Union de redémarrer. J'en sais rien, je ne sais pas. En fait, je crois que personne ne sait, donc on peut faire des prévisions et s'en donner à cœur joie sur
sur des appréciations politico-stratégiques. La gouvernance sanitaire, bon, vous connaissez le système français qui date des États généraux du sanitaire de 2010, avec la délégation en santé animale et aussi en santé végétale à des organismes à vocation sanitaire. Ces organismes à vocation sanitaire ont été désignés pour 5 ans. On arrive à l'échéance à la fin 2019. Donc on va lancer des appels à candidature pour renouveler les OVS et les OVVT pour les 5 années supplémentaires. Donc OVVT, c'est organisme à vocation vétérinaire technique. On a un bilan qui a été réalisé des 5 années passées par le CGER qui finalement montre que c'est plutôt bien ce qu'on a mis en place, puisqu'on a clarifié la relation entre l'État et les délégataires. On a contribué, je pense, à un meilleur partage des responsabilités. On a amélioré la transparence. Et puis, on a, et ça va continuer, compte tenu de ce que j'expliquais au début sur la nécessité de prioriser et sur la nécessité de... enfin, pas la nécessité, sur les restrictions budgétaires qui s'imposent à nous, eh bien, recentrer les actions de l'État sur les missions prioritaires, sur les missions régaliennes. Et on a aussi, à la suite des EGS, mis en place la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale, qui a été suivie, vous le savez peut-être, d'une plateforme en santé végétale et d'une plateforme pour la sécurité sanitaire des aliments, qui sont des modèles originaux, peut-être uniques en Europe, et dont on a l'intention de faire une publicité auprès de nos partenaires européens. Donc les perspectives, ce sera d'achever ce qui a été prévu en 2010 à l'origine, en 2011 et 2012 avec les ordonnances sur la gouvernance, notamment la mise en place des réseaux sanitaires et des associations sanitaires régionales qui, à côté des délégataires, pourront piloter des actions sanitaires à l'initiative des éleveurs, hein, très concrètement. Ce sont des textes qu'il faut encore prendre, mais on progresse. Il y a encore des discussions avec GDS France en particulier, mais on progresse. Et puis, on va certainement élargir un modèle qui a bien fonctionné pour les ruminants aux autres filières, en particulier la filière piscicole, l'apicole, mais plus globalement à l'ensemble des filières animales. Et bien sûr, tout cela s'intègre dans la volonté politique de mettre en place une agriculture agroécologique, donc avec éco-antibio que vous retrouvez là, éco-phyto pour le domaine phyto, et puis le bien-être animal. Et tout cela aussi est porté par le ministre dans le cadre de la réforme de la PAC qui, vous le savez, est en cours à Bruxelles et qui sera sans doute un des premiers sujets repris par le nouveau Parlement qui est en train de prendre ses fonctions. Et puis il y a un autre contexte là, que je n'ai pas souligné, mais qui est extrêmement important, qui vous concerne peut-être moins vous directement, mais nous beaucoup plus, c'est la réforme de l'État. Il y a une circulaire du Premier ministre qui a été adoptée il y a 1 an, le 24 juillet 2018, qui a confirmé le caractère régalien des missions de sécurité sanitaire. Pour autant, il y a une organisation qui est en cours de revue. Il y a la direction chargée de la réforme de la fonction publique qui travaille, des propositions qu'on ne connaît pas bien encore, mais il y a des regroupements qui sont prévus de certaines administrations territoriales de l'État. Nous serons impactés, je pense, mais je ne sais pas encore exactement comment. Et nous avons également en cours une mission interministérielle sur l'organisation du système de sécurité sanitaire en France, qui est la résultante qui est né de la crise Actalis et des commissions parlementaires qui ont suivi, qui ont constaté qu'entre les services de l'agriculture et des finances, il y avait peut-être des marges de progrès. Donc ça aussi, c'est un élément extrêmement important pour nous dans les semaines et dans les mois qui viennent. Le bien-être des animaux. Nous sommes très mobilisés sur le sujet depuis maintenant plusieurs années. On a un plan qui a été adopté en 2016, vous savez, un plan 2016-2020
sur le bien-être des animaux, qui a été renforcée en 2018 à la suite de mouvements d'activistes et d'associations de protection animale. Alors on peut commenter, mais je ne vais pas le faire ici. On peut en penser beaucoup de choses de ces activistes, mais je crois objectivement qu'ont été mis en lumière des situations qui n'étaient pas normales, dans les abattoirs en particulier. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait dans ce domaine. Le législateur s'est emparé du sujet, vous le savez, avec la loi qui a suivi les États généraux de l'alimentation, je vais y revenir tout à l'heure. On a mis en place, le législateur a décidé qu'on ferait une expérimentation sur la vidéosurveillance, donc ça va démarrer. Et puis on va également expérimenter pour répondre à la préoccupation de demande de proximité des abattoirs mobiles. Un petit point sur la protection des animaux utilisés pour l'expérimentation animale. Une directive de 2010 qui est en vigueur depuis 2013. Globalement, les choses se passent bien. Je ne sais pas si c'est votre appréciation, mais nous considérons que la mise aux normes des installations, les hébergements, toutes les normes qui ont été prévues a plutôt été correcte. On a la mise en place de structures internes du bien-être animal dans les unités qui pratiquent l'expérimentation animale qui sont en place. Bon, il y a encore des progrès à faire, mais les choses sont assez récentes, donc les perspectives sont plutôt positives. Alors, les organisations, les ONG ne sont pas très mobilisées sur ce secteur en particulier. Je pense que vous n'allez pas vous en plaindre. Elles le sont davantage sur le domaine de l'élevage. Mais néanmoins, c'est toujours quelque chose qui peut rebondir dans l'actualité. Hein. Vous avez entendu parler, bien sûr, des vaches hublots là, de l'INRA qui ont provoqué quelques remous dernièrement. Donc c'est un secteur sur lequel il faut garder bien sûr la plus grande vigilance et pratiquer l'expérimentation dans des conditions qui respectent les normes européennes. Et puis pour terminer sur ce secteur, on a une grosse actualité. Alors je parlais de la peste porcine africaine, mais dans le domaine porcin aussi une actualité et une attente très forte sur la maîtrise du bien-être animal. Il y a quelques pratiques qui sont contestées, comme la castration, la codectomie, les pointages. Nous sommes objet de toutes les attentions, notamment de la Commission européenne, et puis aussi des organisations non gouvernementales. Donc il y a un travail qui est fait là de façon très approfondie avec la profession porcine, qui a bien compris les enjeux et qui mobilise les éleveurs pour mettre en place ces dispositions qui s'imposent. Demain matin, il y a l'Assemblée générale d'INAPOR et le sujet sera à nouveau abordé. Le contexte économique fait que le cours du porc est plutôt bon en ce moment, donc c'est sans doute une opportunité d'investir dans des installations qui sont bien sûr coûteuses. C'est un point dont nous discutons avec la filière. Et je termine par les actualités en matière internationale. Donc les accords de libre-échange, alors c'est un sujet d'attention très important en France pour deux raisons. Parce qu'on a beaucoup parlé du CETA, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans. Il y a une commission qui a été mise en place par le Premier ministre. Et aujourd'hui, on est en train de ratifier au niveau du Parlement national l'accord du CETA. Il y a des auditions qui sont en cours cette semaine. Et en même temps, on a la conclusion de l'accord avec le Mercosur qui était en négociation depuis 20 ans, ce qui est quand même important, et qui a fait l'objet d'un accord alors politique ou technique. D'ailleurs, moi, je parlerai plutôt d'un accord technique, hein, même si il a été conclu au niveau des commissaires et des ministres, parce qu'il y a des tas d'étapes de validation qu'il reste à conduire là, dans les mois et dans les années qui viennent, parce que ça va sans doute être assez long. Et puis il y a besoin de prendre connaissance des textes. Nous n'avons pas les textes définitifs. Hein. Vous savez, c'est la Commission qui a un mandat et qui négocie, et elle informe les États membres au fur et à mesure, mais elle ne donne pas tout
au fur et à mesure. Donc on a besoin de consulter les textes pour juger véritablement sur pièce. Mais ce qui est sûr, c'est que cet accord fait déjà l'objet de très vives critiques. Vous avez suivi l'actualité, donc nous verrons. Il faut prendre le temps de l'évaluation. D'une manière générale, dans nos relations avec les pays tiers, que ce soit dans le cadre d'accords de libre-échange, et il y en a beaucoup, hein, j'avais cité là, les trois, Canada, Japon, Mercosur, mais il y en a d'autres, il y a le Vietnam, il y a un projet d'accord avec l'Australie, il y a des accords avec beaucoup de pays ou de régions du monde qui vont se poursuivre dans les années qui viennent. Donc en matière sanitaire et phytosanitaire, nous, ce qu'on met en avant auprès de la Commission, parfois avec une certaine difficulté, c'est la nécessité d'avoir ce qu'on appelle le principe de réciprocité, c'est-à-dire qu'on ne soit pas moins exigeant avec les importations que ce qu'on exige des opérateurs, des producteurs de l'Union européenne, à la fois pour deux raisons, une raison de protection de la sécurité sanitaire, mais aussi une raison de protection de la compétitivité, ou en tout cas d'éviter des distorsions de concurrence entre les producteurs européens et leurs concurrents des pays tiers. Alors on s'est battu dans le cadre du règlement sur les médicaments vétérinaires pour mettre un terme à ce qu'on considère comme une anomalie. C'est la possibilité pour les pays tiers de continuer à utiliser des antibiotiques comme facteur de croissance, qui est une pratique, hein, vous savez, qui est interdite dans l'Union européenne depuis plus de 10 ans, 2006 je crois. Et donc le nouveau règlement que Jean-Pierre a présenté tout à l'heure, à travers son article 118, met un terme à cette anomalie, et donc un acte délégué devra être pris par la Commission qui devra mettre en œuvre très pratiquement cette disposition. Et si on fait la relation avec ce que j'évoquais tout à l'heure pour le Mercosur, vous pouvez considérer que c'est une disposition extrêmement importante dans ses conséquences économiques et commerciales. Alors j'évoquais la loi des États généraux de l'alimentation, la loi qui a suivi les États généraux de l'alimentation sur cette question des préoccupations sociétales, et le Parlement a adopté des articles qui consacrent cette exigence de réciprocité dans les relations entre l'Union européenne et les pays tiers. Alors, c'est le Parlement français qui a pris ces textes. Bien sûr, vous savez que dans le cadre d'une Union européenne, on ne peut réglementer ce qui rentre que à Bruxelles. Néanmoins, ces articles ne sont pas incompatibles avec ce qui figure dans les textes européens. Et il y a également un autre article qui évoque exactement ce que je disais à l'instant par rapport aux substances qui sont utilisées comme facteurs de production, que ce soit dans le domaine animal ou dans le domaine végétal, dans les pays tiers. Eh bien, le législateur français a demandé au gouvernement de faire en sorte que ne puissent être commercialisés en France que des produits qui sont des animaux ou des produits qui n'utilisent pour leur production que des molécules, des substances qui sont autorisées par la réglementation européenne et qui doivent respecter les mêmes exigences d'identification et de traçabilité. Si je prends des exemples de réciprocité au-delà des molécules, c'est vrai que nous, on se bat, et le sujet de la peste porcine africaine nous donne l'occasion de mettre cela en avant, sur le respect des normes internationales. L'OIE en particulier a fixé des normes qui sont votées par tous les pays. Alors, généralement, c'est le consensus, hein. Mais après, dans l'application concrète, on se rend compte que les pays qui ont adopté ces normes ont sans doute oublié qu'ils les ont adoptées. Et il y a 3 points que l'on met en avant systématiquement. Le premier, c'est le zonage des maladies animales. Donc demain, si la peste porcine africaine est dans le Grand Est, cantonnée derrière les barrières que l'on a construites, il n'y a pas de raison d'empêcher les exportations du porc breton ou des pays de la Loire vers n'importe quel pays. Deuxième point, ce sont les statuts que l'OIE délivre. On a des statuts, par exemple la vache folle, l'ESB, on est pays à risque maîtrisé. Pour autant, on a encore des embargos
de la part de pays tiers qui refusent de lever l'interdiction ou qui nous demandent des dossiers à n'en plus finir alors qu'on a un statut au niveau international. Et le troisième point qui distingue l'Union européenne de beaucoup de ses partenaires commerciaux, c'est ce qu'on appelle le pré-listing. Alors c'est un peu du jargon, mais vous allez comprendre très vite. Quand l'Union européenne autorise les importations de pays tiers, il y a des dossiers pour évaluer. Alors, imaginons qu'un pays veuille exporter de la viande dans l'Union européenne. Il y a un dossier très complet qui est examiné par la Commission européenne. Et la Commission ensuite envoie une mission d'évaluation dans le pays pour vérifier que ce qui est écrit est correct. Et cette mission, elle vise à évaluer ce qu'on appelle le système de sécurité sanitaire, c'est-à-dire à la fois l'autorité sanitaire et un échantillon d'établissements. Et si le résultat est favorable, la Commission, elle autorise le pays tiers en question à abonder la liste des entreprises qui sont autorisées à exporter. Et bien ça, nous, pour nos exportations, on rencontre cette situation de façon quasi exceptionnelle. Donc là, les accords de libre-échange devraient nous permettre de corriger cela. Mais aujourd'hui, si on veut exporter en Chine, par exemple, et là, on a une mission qui va venir la semaine prochaine en France pour agréer des établissements, il faut autoriser les établissements les uns après les autres. Donc, vous vous rendez compte que parce que là, le marché chinois pour la viande porcine est très, très important, parce qu'ils importent énormément à cause de la crise de la PPA. Et donc là, pour avoir une liste d'entreprises qui vont faire l'objet de la visite des Chinois, je peux vous dire qu'il faut se battre parce que tout le monde, évidemment, veut être visité. Parce que tout le monde sait que s'il n'est pas visité, il ne pourra pas exporter. Bon, tout ça pour vous montrer que c'est ce qu'on appelle le pré-listing d'un côté ou pas le pré-listing de l'autre. C'est un enjeu qui est considérable et que devrait permettre de corriger les accords de libre-échange. Voilà, je suis peut-être un petit peu long. Je termine simplement pour indiquer que l'OIE s'est réuni comme chaque année à la fin du mois de mai à Paris. Le principal sujet qui était dans tous les esprits, c'était bien sûr la peste porcine africaine. Il y a eu un thème technique sur le sujet, une résolution qui a été adoptée. On a également reparlé des suites de la conférence de Marrakech sur la résistance aux antimicrobiens. On a eu un centre collaborateur Pasteur qui a été agréé comme centre collaborateur de l'OIE et l'ANSES qui a une référence supplémentaire pour la morve. Et on attend avec impatience 2020 pour la modification du chapitre influenza aviaire pour simplifier les procédures, notamment pour l'influenza aviaire faiblement pathogène. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas le temps. Et également la révision du chapitre ESB pour 2020. Et nous avons organisé, comme chaque année, beaucoup de réunions bilatérales en marge, avec là aussi la priorité à la peste porcine africaine. On a 4 pays prioritaires pour la peste porcine africaine, donc on essaie d'obtenir par anticipation, on essaie de prévoir le pire. Demain, la France a la peste porcine africaine. On ne peut plus exporter parce que le zonage n'est pas prévu dans les certificats sanitaires. Donc là, on essaie d'anticiper pour modifier les certificats pour les 4 principales destinations. Donc la Chine, j'en ai parlé, le Japon, la Corée, les Philippines. C'est pas gagné. Parce que les pays hésitent fortement. Et puis beaucoup nous disent, mais nous, notre réglementation, elle prévoit que si un pays a telle maladie, de toute façon, on met un embargo total et puis on discute après. Nous, on voudrait pouvoir zoner d'emblée. Et toujours sur le sujet, la France préside le G7 en 2019, vous le savez. Donc moi j'ai réuni mes collègues CVO du G7 pour parler des pestes porcines. Alors à la fois la classique, parce que le Japon a la peste porcine classique en ce moment, et l'africaine, qui concerne l'Union européenne en particulier. Et on a réaffirmé très fortement la nécessité de respecter les normes de l'OIE, d'appliquer le zonage. Donc un pays qui a la maladie, mais qui ne l'a pas chez le porc, qui ne l'a que chez les sangliers, qui est capable de cantonner cette maladie, doit pouvoir continuer à exporter compte tenu des normes de l'OIE et des garanties qu'il est capable d'apporter. Et nous sommes capables d'apporter les garanties, notamment compte tenu de la biosécurité qu'on a mise en place. Et je termine sur le Codex Alimentarius qui va se réunir à Genève au mois de juillet
qui va discuter de son plan stratégique pour les 5 années qui viennent. On retrouve des divergences assez fortes entre l'Union européenne et les États-Unis, notamment sur le rôle de la science. On a une administration américaine depuis 2 ans qui ne veut pas entendre parler, encore moins qu'avant, de ce qu'on appelle les autres facteurs légitimes, pour ceux qui suivent le codex, c'est-à-dire qu'une décision n'est pas fondée seulement sur la science, mais elle est fondée aussi sur les attentes des consommateurs. Et là, l'expérience européenne que l'on a aujourd'hui, et en France en tout cas, montre qu'il est impossible de prendre des décisions en catimini, de façon technocratique, en ignorant les attentes des consommateurs, des citoyens. L'exemple du Mercosur dont je parlais et dont la presse parle beaucoup aujourd'hui est assez illustratif. Donc là, on aura certainement des grosses difficultés encore dans les mois et dans les années qui viennent. Et puis, le comité des principes généraux que préside la France s'est réuni à Bordeaux au mois de mars et devrait à nouveau se réunir au mois de février ou mars en 2020. Voilà, je n'en dis pas plus, je pense que j'ai été un petit peu long et je vous remercie pour votre attention. Merci Loïc. Alors l'agenda, le titre était très long et merci d'avoir peut-être prêté à l'exercice de tour d'horizon. Ce que je vous propose, c'est s'il y a une question très brève pour Loïc, s'il n'y en a pas, je vais proposer à Jean-Pierre de venir à nouveau et aux 2 autres intervenants de me rejoindre. Je prends juste une question et ce qui permet de passer ensuite à la deuxième partie de la conférence. Allô ? C'est bon ? Oui ? Oui, juste une question par rapport à la question des antibiotiques et des antiparasitaires. Effectivement, les 2 dossiers sont souvent associés et on espère avoir l'expérience des co-antibio si demain on doit faire quelque chose sur les antiparasitaires. Il y a quand même un point important, c'est que pour moi, les problématiques sont totalement différentes. C'est-à-dire que les antibiotiques chez l'animal, on n'a pas de souci de résistance ou peu de soucis d'impasse thérapeutique pour soigner les animaux, mais on souhaite gérer correctement pour éviter le risque d'antibiorésistance ou la contribution de l'animal à l'antibiorésistance chez l'homme. Alors que, en tout cas en Europe, pour les antiparasitaires, c'est plutôt le contraire. Beaucoup de problèmes de résistance chez l'animal, de ce que j'ai compris, et sans qu'on fasse de lien avec la santé humaine. Et je suis toujours un peu gêné, j'aimerais bien qu'on trouve un moyen de, tout en s'en occupant des 2, de bien faire le distinguo pour pas que demain aussi on ait peut-être du côté humain une peur d'avoir un nouveau problème qui vient des animaux, alors que pour le coup, il est peut-être petit sur le lien antibiorésistance animale-homme, mais alors là pour les antiparasitaires, en tout cas en France, c'est pas un souci. Oui, je vais te laisser Jean-Pierre répondre en fait. Parce que je ne suis pas un spécialiste. Oui, non, je suis d'accord avec toi, Marc. Il y a de la similitude et de la différence. C'est sûr que ce n'est pas du tout le même problème de santé publique vis-à-vis de l'homme, ça c'est clair. C'est plus la démarche générale qu'on doit suivre parce qu'il y a un réel problème de résistance aux antiparasitaires en France sur certaines espèces animales. Et c'est la démarche de gestion, de surveillance, de prise de conscience, de développement de nouvelles molécules, si besoin, mais avant tout de bonne gestion des antiparasitaires à développer. Donc c'est dans cette approche qu'il faut qu'on lance des outils de plus de surveillance et de gestion. Et sinon, oui, l'analyse est bonne sur... je ne pense pas qu'il y ait de questions... Enfin, côté vétérinaire, effectivement, on connaît le sujet, il n'y a pas de sujet, mais on s'attachera à faire en sorte qu'en humain, le comprennent pas.